Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du MOOC GE2I. Alors aujourd'hui, de Toulon à Calais, il y a eu compétition entre Tarbes et Toulon, mais c'est Toulon qui a gagné, c'est eux les plus au sud. Et puis de Haguenau à Kourou, et Haguenau a aussi gagné sur Nice, désolé Nice. En passant par Nancy, alors ça se trouve, on est en connexion avec Nancy. Ensuite, avec Longwy, normalement, qui nous envoie une vidéo, donc on pourra les voir régulièrement pendant cette présentation, ou Angers. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes assez nombreux à nous regarder. On pense que vous n'êtes pas loin de 2800. Voilà, on vous voit. On voit Longwy, on voit Angers et on voit Poitiers. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien chez vous. Voilà, bienvenue à ce MOOC. Donc, 2800 aujourd'hui, normalement, potentiellement 7800 étudiants. En différé plus tard, lorsqu'ils le regarderont sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à cette édition 2017 qui se passe en direct de Tours et on est heureux de vous proposer ce MOOC. Merci beaucoup. Alors, pourquoi faire un MOOC? On peut se poser la question, effectivement. On a suffisamment de cours, de TD, de TP. Faire un MOOC, c'est d'abord pour vous faire prendre conscience que vous faites partie d'un réseau. Je vous l'ai dit, 7800 étudiants. Tous les ans, entre 3400 et 3500 diplômés, donc des futurs employés, éventuellement des stages, éventuellement des emplois un jour pour vous. Donc c'est quand même pas mal d'en avoir conscience. Et puis, faire un MOOC, c'est aussi l'occasion d'aborder un petit peu différemment les thématiques du GE2I, voire aussi d'aborder des thématiques complètement en dehors du GE2I, parce que notre but à nous, c'est pas de faire de vous d'excellents techniciens, mais c'est de faire de vous des techniciens éclairés. Voilà. Alors, pour nous éclairer, justement, aujourd'hui, on va accueillir une personne dont le parcours suscite déjà l'intérêt. Mais avant ça, je souhaitais juste vous expliquer un petit peu comment allait se dérouler ce MOOC, pour vous tous, voilà, en France. Alors, le premier temps sera consacré à la présentation de notre intervenant. Une intervention où on vous mettra certainement à contribution, que vous soyez à Troyes, à Bordeaux, à Cergy, à Évry, à Neuville, n'importe où, en tout cas, vous serez sollicité. Et puis, on consacrera un deuxième temps à des questions, les vôtres, pour que vous soyez participants dans ce MOOC-là. Alors, justement, il y a un hashtag. Le hashtag, c'est MOOC GEII, en majuscule, MOOC-GEII. Hashtag MOOC-GEII. Vous pourrez poser des questions. On a un modérateur qui fera un tri dans tout ça et qui nous donnera les questions. Merci de rajouter à la fin de vos questions la ville où vous êtes. Ça sera quand même plus sympa de pouvoir vous situer. Voilà. Et puis la dernière partie de ce MOOC-là sera consacrée à un petit jeu. Un jeu de mémoire, bien sûr, puisque ce que vous allez voir parle aussi de la mémoire. Donc vous allez tous pouvoir y participer et c'est pour ça que j'ai demandé via vos chefs de département à ce que vous veniez avec un smartphone. Voilà. Donc tout le monde pourra participer et j'espère qu'il y aura des gagnants. Normalement oui, c'est une première pour nous de faire ce jeu-là à 2700, c'est beaucoup. Et puis vous verrez ça un petit peu plus tard. En attendant, je vais vous parler un petit peu de la personne que nous accueillons aujourd'hui, parce que je vous l'ai dit, son parcours est assez intéressant. Tout d'abord, il est diplômé, comme vous, d'un DUT GE2I. Voilà. Ensuite, il a été agrégé de sciences industrielles pour l'ingénieur. Puis, il a passé un DEA, alors maintenant on va dire Master 2, mais à l'époque c'était DEA en automatique. Et finalement, aujourd'hui, il est docteur en psychologie, chercheur associé dans un laboratoire de psychologie cognitive et de psycho-ergonomie, à l'université de Toulouse. Comme quoi, GE2I, ça mène à tout. Voilà. Et donc, il vient nous parler aujourd'hui d'outils, de morphologie, de cognition humaine. Je vais vous laisser découvrir ça. Il s'agit de Monsieur Bellec, Dominique Bellec, que je vous demande à Tours, comme à Cherbourg ou à Montpellier, de recevoir comme il se doit en l'applaudissant. Merci beaucoup. Alors vous me mettez la pression là. Ouais, donc j'étais, juste pour compléter la présentation, donc quand je suis sorti de l'IUT, j'ai
Bon, ouais, je me suis trouvé à faire de l'enseignement. J'ai eu mon DUT en 1983. Vous voyez, ça fait longtemps. Et en fait, j'ai fait l'enseignement. Puis je me suis dit assez rapidement que l'enseignement, c'était sûrement aussi des choses qui avaient trait aux sciences humaines, puisqu'on s'adresse à des humains. Et donc, je me suis posé la question de voilà, des apprentissages humains. Et donc, après, j'avais une fac de psycho à Poitiers. Je me suis inscrit en première année. Et j'ai fait toutes les études jusqu'au doctorat, pour essayer de mieux comprendre les relations que j'avais avec les individus auxquels je faisais des cours et voir un petit peu ce que ça fait l'apprentissage. Voilà. Et donc, je mets en relation ce parcours-là avec ce qu'on fait dans le domaine de l'automatique, dans le domaine du génie électrique, puisque vous allez voir que finalement, le fonctionnement de notre cerveau et le fonctionnement des systèmes qu'on contrôle, eh bien, n'est jamais bien loin de la morphologie et de la condition humaine. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, alors, un petit peu plus précisément, donc pourquoi s'intéresser à ce sujet en UTG2I? Parce que les étudiants que vous êtes en relation avec des environnements techniques, voilà, et puis ne pas se considérer simplement comme des techniciens, mais aussi des humains qui vivent dans un environnement, la planète Terre par exemple, et avec donc des développements techniques qui se font. Et voilà, donc c'est un des éléments, on en reparlera après. Ensuite, pour enrichir sa grille d'observation du monde, nous sommes des êtres humains, donc nous avons une grille d'observation du monde qui est d'autant plus étendue qu'on apprend des choses. Donc, finalement, si on regarde la technique que pour la technique, eh bien c'est moins bien de regarder la technique, bon, pour la technique, mais aussi pour son évolution dans le monde, ce que ça fait. Vous voyez, par exemple, on est sur des éléments de technique, on développe beaucoup de technologies aujourd'hui, mais on s'aperçoit qu'il y a des réchauffements climatiques. Vous voyez, donc finalement, l'humain peut développer de la technologie, mais à un moment donné, ça a un impact sur les humains. Donc vous voyez, il y a des allers-retours là-dessus sur lesquels j'aimerais vous mettre un petit peu en tension. Et puis, prendre conscience que, comme je viens de vous le dire, que la technologie et l'homme sont très liés au regard de l'évolution. C'est-à-dire que, eh bien, il y a très longtemps, au départ de la révolution, on va partir de la révolution agricole, eh bien, les êtres humains, à partir d'un certain moment, eh bien, après les réchauffements et les périodes glaciaires, il y a eu, à un moment donné, les moyens de ne plus être des chasseurs-cueilleurs et pêcheurs, et donc de pouvoir fabriquer sa nourriture donc, dans l'environnement où on est. Donc, il a fallu créer des outils, et c'est là que sont développés les outils. Voilà, donc en fait, quand on regarde les environnements technologiques, il y a plusieurs approches qui peuvent être, plusieurs grilles d'observation. Il y a une grille d'observation, maintenant on va parler de l'approche structurale, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder, on est du point de vue conception, là, puis on regarde quels sont les invariants qui existent entre tous les éléments techniques. Vous voyez, tout à l'heure je vais vous montrer qu'une pelle, c'est pas bien loin d'un membre humain. Vous voyez, donc on a donc c'était des théories, enfin des observations qui ont été faites par Lucien Géminard et Franz Reuleaux. On a une approche génétique aussi, c'est-à-dire se demander pourquoi la technique est arrivée là jusqu'à là aujourd'hui. Donc on est là sur un point de vue de l'innovation, l'évolution, les besoins. Hein. Et puis une approche générale, d'un point de vue qui questionne un peu l'approche sociétale et puis l'étude de l'impact technique sur la société. Donc ça, c'est je dirais, les courants de Leroy-Gourdan et de Audricourt. Voilà. Donc pour faire ça, eh bien, je vais vous parler de des choses que vous savez sans doute déjà, mais c'est bien de fertiliser un petit peu le terrain. Donc, la description de la morphologie du fonctionnement humain. Morphologie, vous voyez, fonctionnement cognitif, peut-être un peu moins, mais vous allez faire quelques petites expériences pour voir ce que ça peut donner. Ensuite, je vous ferai quelques analogies fonctionnelles, structurelles et comportementales. Donc, c'est une façon de traiter les environnements techniques, une approche fonctionnelle, une approche structurée, une approche comportementale. L'approche fonctionnelle, c'est à quoi ça sert. L'approche structurelle, c'est comment c'est fait. Et puis après, l'approche comportementale, c'est comment ça marche, ou est-ce que ça marche comme j'avais prévu. Voilà. Et puis, on regardera ça sur l'analyse. Je vais prendre des thèmes assez connus, enfin, sur lesquels vous êtes sûrement en GE2I confrontés. Donc, la robotique. Voilà. Et je vous présenterai la marche des robots et le système vestibulaire. Voilà. Le système vestibulaire, c'est le système qui permet de maintenir l'équilibre chez les humains. Voilà. Et puis, on vous fera une analogie en intelligence artificielle, donc sur les véhicules autonomes et le contrôle exécutif. Voilà. Après, en troisième lieu, on essaiera de voir quelles sont les rencontres qu'on peut faire entre les sciences humaines et les sciences techniques, si vous voulez. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui envisager d'étudier les choses de manière, je dirais, atomistique, c'est-à-dire de façon parcellaire. Il faut vraiment considérer aujourd'hui les choses de manière systémique, c'est-à-dire les outils, les humains, et voir un petit peu quels sont les liens entre les deux. Voilà. Alors,
je vais vous parler de la morphologie humaine. Voilà, donc vous voyez que on a un tronc, une tête, des membres, voyez. Et puis, si on regarde les outils qui ont été développés, vous voyez que la pelle, c'est pas bien loin de la main avec le bras. Vous voyez, c'est la même. On est sur le. Donc à un moment donné, il a fallu sûrement faire des trous ou pour pouvoir au niveau de la révolution agricole. Et à partir de ce moment-là, on essayait de voir comment on pouvait faire améliorer, prolonger ses membres. Et donc, vous voyez, de la main, on est parti sur la pelle. Puis après, on a aussi le problème des articulations qui sont arrivées. Quand on a un tractopelle, par exemple, aujourd'hui, eh bien, on s'est aperçu que la pelle, sûrement, elle n'avait pas assez de degrés de liberté. Donc, pour amener des degrés de liberté, pour être plus à l'aise pour travailler, eh bien, à un moment donné, eh bien, il a fallu chercher des moyens. Et ces moyens, ils n'étaient pas bien loin. Ils étaient sur nous. Ils étaient sur la façon dont nous, on est constitués. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'invente rien, si vous voulez. On s'adapte à son environnement et on prend les choses on développe à partir des choses qui nous entourent. Alors ensuite, ça c'était donc le système, la morphologie. Puis, bon, on n'est pas que des êtres moteurs, on est aussi des êtres cognitifs. On a un système de pensée, on a un cerveau. Et donc, en fait, plus globalement, on a un système nerveux. Et ce système nerveux, si vous voulez, il y a deux parties, deux grandes parties qu'on peut discerner. Donc le système nerveux périphérique et le système nerveux central. Le système nerveux central, c'est le cerveau moelle-épinière nerf, vous voyez, cerveau moelle-épinière. Et le système nerveux périphérique, c'est l'ensemble nerveux qui va jusqu'au membre. Voilà. Et bon, d'un point de vue fonctionnel, si vous voulez, ça c'est d'un point de vue structurel, mais d'un point de vue fonctionnel, eh bien, on a ce système nerveux, il a composé en deux grandes parties. Le système nerveux autonome, d'accord, qui est mobilisé dans les fonctions involontaires, la régulation de la température du corps, par exemple, hein, qui est donc géré. Oui, j'emploie des mots déjà de la technique, des choses que vous entendez à l'IUT G2I. La régulation de température, qui est donc gérée par l'hypothalamus. C'est une partie interne au cerveau, une partie profonde du cerveau, hein, qui existait bien avant le néocortex, et donc qui permet, il y a une consigne de température, et des moyens de gérer la température. Si on a trop chaud, on sue. Si on n'a pas assez chaud, eh bien, on a un métabolisme qui nous amène de l'énergie. Voilà, donc la régulation de la pression artérielle. Voilà. Ensuite, on a le système nerveux somatique. Le système nerveux somatique, il est impliqué dans les mouvements volontaires et les fonctions conscientes. D'accord? Donc, conduire une voiture et faire un trou avec une pelle, voilà, ce sont des actions conscientes. Vous voyez donc, si vous voulez, quand on est... vous voyez que c'est déjà pas les mêmes choses. Il y en a un, la régulation de température, vous n'avez aucune prise dessus. La régulation ou l'asservissement de position sur une route, suivre une route, c'est un asservissement de position, c'est une action consciente. Voilà. Donc, derrière ça, je vais m'intéresser ici un peu plus au cerveau, hein, puisque on va dire que le cerveau, au niveau du cerveau, on a nos fonctions, on va parler de fonctions conscientes pour l'instant. Et donc, je vais m'intéresser donc à la partie cerveau. Et donc notre cerveau, le système cognitif des humains, si vous voulez, il est composé de deux choses, une mémoire de travail et une mémoire à long terme. Alors pourquoi on est arrivé jusque-là? Eh bien, si vous voulez, c'est pas venu comme ça par quelqu'un, enfin à moins qu'il y en ait qui soient créationnistes, mais si vous voulez, ça vient d'une évolution. On a une évolution, l'évolution biologique a fait que notre système cognitif est organisé autour d'une mémoire de travail qui traite l'incertitude, qui traite l'environnement, et une mémoire à long terme qui embarque toutes les connaissances qu'on peut avoir. Et donc, cette mémoire de travail, elle a une capacité limitée, d'accord? Je vais vous montrer tout à l'heure, on va faire une petite expérience tout de suite, là, si vous êtes d'accord. En ampant et en durée de maintien, la mémoire à long terme, elle a une capacité illimitée. Le maintien des informations se fait s'il y a un renforcement de la trace, c'est-à-dire qu'il faut toujours stimuler le système, et ça marche très très bien quand on a des indices de récupération. Et vous voyez que là, déjà, là-dedans, c'est Alan Baddeley, hein, c'est le modèle Alan Baddeley 68, mais tout ça, c'est issu, si vous voulez, un des pères de l'informatique qui s'appelle Norbert Wiener, qui avait déjà entrevu le fait qu'un ordinateur, aujourd'hui, ça peut être composé... les ordinateurs sont structurés avec une mémoire, je dirais, une mémoire RAM et une mémoire ROM, je veux dire, une mémoire donc, dynamique et une mémoire statique, où on embarque des connaissances, on enregistre des fichiers. Déjà, il y a ça, vous voyez, et puis on parle d'indices de récupération, il y a des adresses, on parle
de capacité, vous voyez, donc d'empan. Voilà, donc on est là-dessus. Alors je vais vous montrer, je vais faire une première expérience pour vous montrer comment fonctionnent ces deux types de mémoire. Je vais vous demander, à vous qui êtes des êtres humains, de mémoriser 2 lignes de chiffres que je vais vous présenter. D'accord? Une première ligne de chiffres et une deuxième. Vous êtes prêts? Allez-y. Alors vous voyez, il y a 2 choses qui sont passées là. Alors laquelle vous réussissez à mieux ressortir? La deuxième. Et en plus de la deuxième, c'est que vous êtes content de le faire en plus. Vous voyez, parce que j'ai senti une émotion, vous avez à un moment donné été soulagé parce que vous avez pu traiter des informations, si vous voulez, vous avez pu traiter des informations. Alors que dans la première ligne, vous n'y arrivez pas. Pourtant, il y a autant de chiffres dans la deuxième ligne que dans la première. Sauf que dans la deuxième ligne, eh bien, vous avez des connaissances sur le monde. Donc, pour vous, ce n'est pas une incertitude. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, le fait d'avoir une connaissance des 10 premières valeurs, enfin, de l'enchaînement des 9 premières, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Votre mémoire de travail, elle a regardé ce qu'il y avait et tout de suite a fait des accès aux connaissances qui sont en mémoire à long terme. Dans le premier coup, vous faites des accès, vous essayez de voir tout ça, ça va vite, paf, ça s'en va, c'est fini. La deuxième, vous avez très très vite convergé vers une connaissance que vous avez et ça vous a permis de pouvoir dire, voilà, la deuxième, je me rappelle mieux. Vous voyez, alors que d'un point de vue quantité d'informations, il n'y en a pas plus ou moins dans la première que dans la deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une première chose. Alors, j'ai fait avec des lettres, je vais vous faire avec des chiffres. Avec des lettres, des chiffres, je vais vous faire avec des lettres maintenant. Vous voyez? Allez-y. Vous voyez? La première, j'ai appuyé trop vite pour la première, mais c'est pas grave. La première, en fait, vous voyez, c'est des lettres. Bon, là, c'est un anagramme, mais c'est pas grave. La deuxième, vous avez vu parfumé. Et en plus, ce qui est important, enfin, ce qui est intéressant de voir dans ce deuxième cas, c'est qu'on ne peut pas inhiber l'utilisation d'une connaissance. C'est-à-dire que si je vous avais demandé de ne pas lire ce qui est marqué, ben vous n'auriez pas été capable de le faire. Vous voyez? C'est impossible de ne pas lire. Vous voyez? Voilà. Et donc, la lecture, c'est parce que vous savez lire que la deuxième ligne est une ligne qui est mieux traitable que l'autre et qui permet d'être rapide. Et donc, vous voyez que si on va vers l'intelligence artificielle, quand on va se porter sur des problématiques d'intelligence artificielle, de régulation par modèle interne, de régulation adaptative, eh bien, on va intégrer la connaissance. On va essayer d'avoir une base de connaissances, et une base de connaissances qui se reconstitue à chaque instant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme ça vous permettra de traiter le monde de façon plus rapide. Enfin, si c'est vous, c'est le cas. Enfin, nous, on a cette mémoire à long terme. Si c'est une machine, eh bien, ça permet de réduire l'incertitude et donc de pouvoir être plus performant. Donc, l'intelligence artificielle, comme je vous parlais tout à l'heure, qui est arrivée dans les années 50, enfin, à la fin des années 50, après la conférence de Massey où il y avait Shannon, que vous connaissez, Shannon, Claude Elwood Shannon, le théorème d'échantillonnage, il y avait Norbert Wiener, il y avait tout un tas de personnes comme ça qui avaient compris à ce moment-là que faire comme les humains dans les ordinateurs, si on veut faire de l'intelligence artificielle, il faut intégrer une base de connaissances. D'accord? Donc je vais vous faire une autre expérience pour vous montrer comment les humains apprennent. Et puis, peut-être, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans les systèmes adaptatifs, et puis qu'on n'arrive pas à faire aussi bien que chez les humains. Vous voyez, ça là, ça s'appelle un tufa. Bon, c'est une expérience que je fais très souvent, hein, mais bon, vous ne l'avez pas vu encore. Poitiers l'a vu là-bas, mais pour l'instant, ça s'appelle un tufa, vous voyez. Ça là, ça s'appelle aussi un tufa. C'est bon? Ça, c'est aussi un tufa. Est-ce que ça, c'est un tufa? Est-ce que ça, c'en est un? Oui. Vous voyez que je vous ai présenté 3 exemplaires de tufa. Et le premier, bon, bah, vous ne savez pas trop. Oui, bon, voilà, c'est pas trop. Le deuxième, je confirme la règle. Enfin, je remontre la règle. Le troisième, je vous la confirme. Et quand je vous montre celui-là, là, le bleu, vous me dites non. Et si je vous montre l'autre, vous me dites oui. Donc ça veut dire que pour pouvoir dire que vous avez... Ça, c'est un tufa. Pour dire oui, c'est parce que vous avez appris. D'accord? Si je vous avais mis le premier sans mettre tufa dessous, je vous aurais dit c'est quoi ça? Vous m'auriez rien dit. Ok? Parce qu'en plus, tufa, c'est un mot que j'ai inventé. Donc, vous voyez que les êtres humains, on a ce qu'on appelle un logiciel d'inférence bayésienne, c'est-à-dire que l'examen de quelques cas simplement permet de pouvoir dégager une règle. Et en fait, je fais de la manipulation psychologique quand je fais ça.
mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, parce que, en fait, je vous ai dit celui-là, puis très, vous m'avez dit non, puis après j'ai mis l'autre. Vous m'avez dit oui. Mais en fait, la règle que je vous avais appris la règle que j'ai bien voulu vous faire apprendre. Parce que là, le bleu, si la règle c'est 3 éléments, eh bien, si la règle c'est 3 éléments, le bleu est un tufa. Mais je vous ai montré tout de suite après, pour vous en montrer encore un autre, et vous m'avez dit oui, ça, non, ça, oui. D'accord? Donc je peux, si vous voulez, agir sur vos émotions et sur les règles que je veux bien vous faire apprendre. Bon, voilà. Donc, vous voyez, ça c'était le tufa. Mais je suis en train de vous montrer là que finalement, les systèmes d'intelligence artificielle qu'on essaie de créer, si on fait un système d'intelligence artificielle qui doit avoir tous les cas du monde pour pouvoir être intéressant, eh bien, être opérationnel, ben, ça ne sera pas possible. Donc, les gens qui font de l'intelligence artificielle, eh bien, s'attaquent à ces problèmes-là, c'est-à-dire de faire de l'inférence rapide pour pouvoir créer une base de connaissances rapidement. Sinon, ben, il faut passer du temps et du temps et du temps. Voilà. OK? Donc, voilà. En plus, vous voyez que nous, les êtres humains, on a encore une fonction supplémentaire, c'est que la règle, vous voyez, je ne vous ai pas dit que ça tournait un tufa. Mais le dernier, là, il a tourné par rapport aux autres. Eh bien, vous avez dit que c'en était un quand même, parce que vous avez aussi embarqué l'idée que la règle, c'est qu'il pouvait tourner ce tufa. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ici, vous voyez, pourquoi on en est arrivé à cette situation-là? Bien, c'est que, en fait, l'association qui est mémoire de travail, mémoire à long terme, elle est performante s'il y a apprentissage. S'il n'y a pas apprentissage, elle n'est pas performante. Pourquoi c'est important d'apprendre? Parce que la complexité, la gestion de la complexité, si vous voulez, elle est faite, la complexité de quelque chose, c'est caractérisé par le nombre d'éléments et les interactions qu'il y a entre les éléments. Et vous vous rendez bien compte que plus il y a d'éléments, plus il y a d'interactions, mais en même temps, il y a une explosion combinatoire. Et cette explosion combinatoire, si on devait tout traiter de manière, à chaque fois, de manière exhaustive, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui serait passé depuis de nombreuses années? Eh bien, on serait fait manger par un prédateur. Parce qu'on aurait pris trop de temps, on aurait mis trop de temps pour pouvoir traiter l'environnement. Donc, les humains, s'ils sont arrivés là jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on a une capacité d'apprentissage, et à un moment donné, eh bien, on met beaucoup moins de temps à traiter l'environnement parce qu'on ne traite que ce qui est pertinent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire en intelligence artificielle ou dans les systèmes de commandes adaptatives et par modèle interne. Voilà. Donc, en fait, vous voyez qu'on commence à dégager quelques ressemblances. Hein. On a une présence d'une chaîne d'énergie, une chaîne d'information. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai démontré des membres, des muscles, des degrés de liberté, des consommations. Je vous ai montré des rendements. Enfin, je ne vais pas parler de rendement, mais un muscle, par exemple, c'est un rendement de 20%. Vous voyez, c'est comme tout élément physique. Hein, on est soumis au premier principe de la thermodynamique, c'est-à-dire chaleur, enfin l'énergie, c'est de la chaleur et du travail. Voilà, ben, un muscle humain, un moteur électrique, une lampe, tout est basé sur ce premier principe de la thermodynamique. Et aussi, on a une chaîne d'information, capteur, transmission d'information, voilà, une chaîne d'information, comme on a vu tout à l'heure, pour prendre des informations, et puis dans le système nerveux périphérique, par exemple. Donc, ensuite, on a aussi une similitude, c'est les algorithmes de traitement. Vous voyez, on a des algorithmes de régulation. Alors ça, c'est inconscient, mais la régulation, température, l'hypothalamus, si vous voulez, il y a une consigne de température, 37 degrés, et puis on a des systèmes qui vont nous permettre de gérer ce qu'on pourrait comparer à des algorithmes techniques pour régler la température, la pression, la position de l'homme dans la station debout. Voilà. Ensuite, on a un traitement de l'environnement informationnel par un contrôle conscient des mouvements et donc prise d'information et apprentissage. Voilà. Vous voyez, donc, quand on voit les systèmes techniques, quand on voit l'humain, eh bien, on est sur ces équilibres, enfin, sur ces deux choses-là, c'est-à-dire qu'on a des chaînes d'information, des chaînes d'énergie, on a aussi la notion d'apprentissage. Vous voyez, on a aussi un certain nombre de choses qui se mettent en place comme ça. Voilà. Donc, si je fais des analogies en robotique, par exemple, hein, je vois qu'il y a un robot là, je me suis dit, ils doivent bien connaître, enfin, je crois que c'en est un. Bon, c'est une poubelle, bon. Bien, donc en fait, l'équilibre des robots et le système vestibulaire. Alors, l'équilibre des robots, bah, vous voyez, c'est le robot là. Ici, vous avez l'homme, l'humain qui est debout là.
Et en fait, la problématique de la station de l'équipe des robots, c'est la station debout en environnement inconnu. D'accord? Et donc, pour ça, eh bien, le problème, c'est de maintenir un équilibre dynamique. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement de maintenir un équilibre statique comme ça, c'est que quand je marche, eh bien, je dois faire attention à ne pas tomber, si j'ai un trou, à faire attention. Enfin, bon, voilà. Et donc, c'est en gros, c'est un problème automatique qui est pas facile à résoudre tout le temps. C'est le problème du pendule inversé. C'est-à-dire, vous prenez un manche à balai, puis vous essayez de le tenir debout sur une main. Là. Eh bien, ça, c'est un problème qui est assez difficile à résoudre en automatique. Alors, si je regarde chez l'homme comment ça se passe, ben c'est pour ça que je vous ai mis le système vestibulaire. C'est que dans notre oreille, ici, là, dans notre oreille interne, eh bien, on a un système vestibulaire. Vous voyez, ce système vestibulaire, il est composé de 3 anneaux qui sont perpendiculaires entre eux, hein, et qui permettent, à l'intérieur, il y a des petits cristaux qui sont dans un liquide. Et en fait, si vous voulez, ces cristaux ont une assez forte inertie, et donc, en même temps, permettent, avec les nerfs du système vestibulaire, vous permettent de faire de la commande de position. D'accord ? C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui ont des problèmes au niveau du système vestibulaire, ça peut être de naissance ou des accidents, eh bien, ont des grandes difficultés à tenir debout parce que, en fait, leur système vestibulaire, il est dégradé. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, on a le système nerveux autonome pour la station debout. Alors, soit elle est consciente, si vous êtes sur un truc au futuroscope, là, voilà, hein, on essaie de vous faire tomber, mais sinon, globalement, ça fait partie du système nerveux autonome qui vous permet donc de tenir debout. Vous n'y pensez pas. Et donc vous avez donc une chaîne, comme je l'ai dit tout à l'heure, une chaîne d'énergie, donc les muscles. Vous avez des muscles qui vous permettent de vous tenir en station debout. Ben, comment c'est fait dans les ordinateurs? Si vous prenez le robot là, le robot Nao là, par exemple, en fait ces systèmes, c'est la position debout sur les robots bipèdes ici, hein, parce qu'après quand il y en a ils sont à roues, mais c'est pas cela que je vous parle, du bipède, ceux qui reproduisent la marche humaine en fait. Hein. Eh bien, en fait, dedans, il y a une centrale inertielle qui permet de gérer les rotations, comme ça, d'accord? Et puis, vous avez en même temps, vous avez en plus des accéléromètres en X, Y, Z, voyez, qui vous permettent de gérer les translations. Vous voyez déjà, le système humain, c'est un système vestibulaire, comment il est conçu, il fait translation, rotation et tout. Vous voyez, le robot, eh bien, centrale inertielle, accéléromètre, il faut mettre des composants, d'accord? On n'a pas vu encore un système qui fait tout en même temps, enfin aussi performant que le système vestibulaire. Et puis, vous avez un centre de calcul. Alors, le centre de calcul, en général, sur les robots, il est dans le corps. Et donc, oui, il est dans le corps, mais la centrale inertielle aussi. Et donc, donc les jambes, c'est des moteurs, des vérins. Enfin, vous connaissez ces systèmes-là. Voilà. En fait, si on regarde des analogies, si on fait de l'analogie avec aussi les systèmes de déplacement, les véhicules autonomes, là, et la vision et le toucher, vous voyez que quand on se déplace, hein, on suit un chemin, eh bien, on va mobiliser quoi? On va mobiliser une chaîne d'énergie, une chaîne d'information. La chaîne d'énergie, bon, c'est les muscles, voilà. Donc, au travers de l'AMS, l'aire motrice supérieure, programmation des mouvements, et le lobe occipital pour la vision. Donc la vision, hein, c'est géré par le lobe occipital, le lobe du cerveau qui est derrière là. Et donc voilà. Et donc vous avez la vue et le toucher qui sont des capteurs. Vous voyez, donc ces capteurs renvoient des informations et donc permettent d'agir sur la partie motrice. Vous voyez, on n'est pas encore bien loin, je vous dis, des systèmes techniques. Hein, où les systèmes techniques ne sont pas bien loin de ce que fait le fonctionnement des humains. Voilà. Si vous prenez un véhicule autonome, vous voyez, eh bien, vous avez la notion de vision, d'accord, de détection anti-collision et de radar. Vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va reproduire ce qui s'est fait chez l'humain dans un élément technique et souvent on le reproduit pas forcément avec autant de précision. Enfin, si on veut aller vite. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous faire une analogie de comportement. D'accord? Ce que vous allez faire, on vous a demandé de prendre un papier et un crayon. D'accord? Je vais vous montrer que nous, les êtres humains, on est soumis aux mêmes règles
je dirais, de dynamique que les systèmes techniques. Alors, ce que vous allez faire, vous voyez, vous prenez une feuille, vous mettez un point en bas, vous mettez un trait en haut, d'accord? Faites un truc comme ça. Quand je vous dirai stop, vous irez le plus vite possible de ce point-là à celui-là. Donc je vais dire stop. Vous voyez, vous allez faire un truc comme ça. Vous voyez? Ah bon, en regardant, ouais. Mais le plus vite possible. Pas forcément, mais il faut que ça soit... La consigne, c'est de rejoindre un point à la ligne le plus vite possible. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Bon, j'espère que Poitiers, Longwy et puis Angers sont prêts aussi. Alors, les autres aussi, hein. Ouais. Il y en a pas mal qui peuvent jouer. Bon, ben, on sait qu'il y a du lag, donc on va... Voilà. Donc, je répète la consigne. Quand je vais vous dire stop, hein, vous allez essayer de réunir le point à la ligne le plus vite possible. Le plus vite possible. D'accord? Tout le monde est prêt? Top! Donc à la fin, c'est pas one shot si vous voulez. C'est à la fin, il faut revenir sur le trait si jamais c'est pas le cas. D'accord? Faut la consigne. C'est un asservissement de position si vous voulez. C'est-à-dire je pars d'une position, je vais vers une autre. Et vous n'êtes pas obligé de déchirer les feuilles et d'appuyer beaucoup sur les crayons. Vous voyez, c'est les humains, par exemple, quand on lit d'aller vite, ils forcent. Voilà. Et ceux qui progressent, hein, dans les arts martiaux, par exemple, des choses comme ça, eh bien, ils vont vite, mais ils ne forcent plus. Vous voyez, mais on a déjà des règles qui sont embarquées dans notre tête. C'est que quand on veut aller vite, on force. Il ne faut pas. Vous êtes prêts? On recommence. Donc, je vous rappelle la consigne, c'est de réunir un point à la ligne, mais à la fin, on doit arriver à la ligne. Si c'est trop loin, vous revenez. Vous êtes prêts? Top! Donc, vous voyez, si je déroulais, si je faisais au moment, en même temps que vous êtes en train de faire votre mouvement, si je déroulais la feuille, en fait, si j'étais un oscilloscope mécanique, vous voyez, un enregistreur, eh bien, vous auriez un point, le trait là, et puis vous auriez quelque chose comme ça. Vous voyez? On aurait, ben ça, vous voyez, c'est pas bien loin d'une réponse automatique que vous connaissez, que vous travaillez avec vos enseignants à l'IUT. Hein, c'est-à-dire que on est, sûrement qu'ils vous ont parlé de ce dilemme précision, vitesse, stabilité. C'est-à-dire que si vous voulez aller pas vite, maintenant allez pas vite. Vous êtes prêts? Top! Vous voyez? Ça va pas vite. Voilà, vous approchez, voilà, vous vous comportez comme un premier ordre peut-être. Et puis voilà. Vous voyez, vous arrivez, ça va pas vite, vous arrivez à gérer ce problème de dilemme précision-stabilité, vitesse, précision-stabilité. Et donc à ce moment-là, c'est gérable. Si vous voulez aller très très vite, eh bien, c'est pas gérable. OK? Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Maintenant qu'on a un peu... qu'est-ce qui serait intéressant de faire pour être sûr, en allant très très vite, d'y arriver bien? Il faudrait s'entraîner, donc apprendre. Vous voyez? Et c'est comme ça, parce que même en apprenant, vous pourriez même le faire les yeux fermés. Vous voyez? Parce que vous auriez une représentation du monde. Donc on ne traite plus l'incertitude en temps réel, on traite un schéma, on le fait, on s'est entraîné, ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Ben ça, c'est les conceptions, si vous voulez. Quand on veut faire l'intelligence artificielle, quand on veut faire des systèmes performants, eh bien, on fait comme les êtres humains, on apprend au système. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, des rencontres nécessaires des sciences humaines et des sciences appliquées. Donc, vous voyez que je vous ai fait faire des choses là qui sont des choses techniques, mais que vous avez vues, des réponses comme ça, des réponses en position, des choses comme ça. Vous l'avez peut-être fait avec vos enseignants à l'IUT, en automatique. Et donc, eh bien, on a sûrement des rencontres nécessaires, si vous voulez, entre les systèmes techniques pour les faire évoluer et les systèmes
les sciences humaines. Et ça va dans les deux sens aussi. Hein. C'est-à-dire, bon. Donc, la régulation tout ou rien, par exemple. La régulation. En régulation, bah, le tout ou rien, vous voyez, c'est une modalité de régulation que les humains peuvent mettre en place dans diverses situations. Je vais simplement détailler un petit peu plus le PID, hein, le proportionnel intégral dérivé. Un être humain, quand il fait sa façon de faire le PID, si vous voulez, quand vous avez fait votre mouvement là, vous avez géré de l'amplitude, c'est-à-dire vous avez regardé quel était l'état de l'erreur à chaque instant, d'accord? Est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite? Et vous avez contrôlé par rapport à ça. Vous avez aussi regardé l'intégrale, c'est-à-dire vous avez intégré votre erreur, vous avez regardé l'historique de votre erreur, est-ce que j'en ai mis beaucoup en dessus, beaucoup au-dessus, en dessus, au-dessus, vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez fait la somme de tout ça, l'intégrale étant la somme, hein, c'est une somme des erreurs, puis finalement, au bout du compte, sur un horizon assez grand, bah, si on a beaucoup dépassé, puis autant d'un côté que de l'autre, en fait, on a la bonne position. Et puis la dérivée, c'est la variation de l'erreur. Est-ce que mon erreur, elle varie rapidement ou pas? Et donc, de ça, si vous voulez, quand on fait ces mouvements-là, eh bien, on intègre tous ces éléments de contrôle. D'accord? Donc, l'amplitude de l'erreur, l'histoire de l'erreur et la dérivée de l'erreur. Vous voyez? Ça, c'est quand on veut faire du traitement temps réel. C'est-à-dire que je suis dans l'incertitude, je le fais, tant que je n'ai pas appris. Ensuite, vous avez donc deux autres éléments, comme je vous ai parlé tout à l'heure. La commande adaptative. La commande par modèle interne. La commande par adaptative, si vous voulez, je m'adapte. Je vais adapter ma commande à l'environnement. Quand vous avez des variateurs, par exemple, des variateurs qui sont vendus, des variateurs de vitesse, eh bien, vous leur faites faire un essai, si vous voulez. Vous les mettez en situation, vous branchez un moteur sur un variateur, il fait quelques essais pour voir, pour adapter ces paramètres de réglage pour piloter le moteur correctement. Okay? Ça, c'est la commande adaptative. Et la commande par modèle interne, c'est au fur et à mesure qu'on utilise la machine, un moteur, par exemple, si on repense sur ces histoires de moteur, au fur et à mesure qu'on pilote, eh bien, on prend des informations sur le comportement. D'accord? Et ça nous permet, si vous voulez, de créer un modèle de la situation et à ce moment-là, faire en sorte que le variateur puisse se commander au mieux la machine. Bon, je n'ai pas suffisamment de temps pour développer tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire? On essaye, on prend des informations pour faire apprendre le système de commande de manière à ce qu'il gère, que ses performances soient accordées, pas à l'incertitude totale, mais à simplement les éléments que je dois contrôler. Et puis, quand on parle d'intelligence artificielle, ici, on parle de prise de décision. D'accord? Eh bien, tout ça, ça sous-entend l'apprentissage. Vous voyez? Donc, vous voyez, quand on vous parle de commande adaptative modèle interne, bah, tout ça, ça sous-entend qu'on va mettre en place des systèmes de mémorisation, d'apprentissage. Sinon, bon, quand on règle un PID, il n'y a aucun apprentissage derrière. Vous le réglez, un peu de I, un peu de P, un peu de D, on regarde la réponse, et puis on arrive à le régler comme ça. D'accord? Mais si on change, si on change l'inertie, si on rajoute de capteurs ou quoi, ben, il ne va pas s'adapter. Il faudra le re-régler. Un système à commande adaptative, il va se régler tout seul, parce qu'il a appris. D'accord? Voilà. Donc en fait, est-ce qu'on peut tout modéliser avec des sciences humaines? Et, enfin, est-ce qu'on peut faire en sorte que les machines se comportent comme des humains? Eh bien, pas toujours. Sur le plan moteur, oui. Sur le plan décisionnel, oui. Mais pas sur le plan des émotions. On n'est pas capable aujourd'hui de programmer le mépris dans un ordinateur. On n'est pas capable aujourd'hui de programmer l'amour, la joie, la colère. On ne peut pas le faire, ça. Ce qu'on peut faire, c'est faire traiter ces émotions qui viennent de l'extérieur par des ordinateurs. Par exemple, vous avez des systèmes de hotline. Hein, quand vous téléphonez, il y a un enregistrement on vous fait parler dans un truc, et il y a un enregistrement de ce qui se dit au départ, et la façon dont vous parlez, la chaîne sémantique que vous allez appliquer, la façon dont vous allez vous exprimer, soit on va vous envoyer vers la machine va le détecter, soit on va vous envoyer vers un système, vers quelqu'un, vous n'êtes pas énervé, voilà, vous ne semblez pas être coléreux et tout, parce que ça ne marche pas, mais bon, voilà. Vous avez besoin d'une aide technique, on va vous envoyer vers quelqu'un qui va vous faire une aide technique. Si jamais
dans la sémantique, dans le mail, dans la communication que vous avez des gens, vous avez des chaînes sémantiques qui montrent que vous êtes en colère, eh bien, on va vous envoyer vers quelqu'un qui va faire de la gestion de conflit. Avant. Ce n'est pas les mêmes compétences. On va vous envoyer vers quelqu'un, pas qui va vous faire une aide technique, voilà, enfin, qui vous la fera après ou qui vous renverra vers cette même personne, mais la première personne que vous allez avoir, ça va switcher, vous allez vous retrouver devant quelqu'un qui sait gérer les conflits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est capable de traiter l'émotion, hein, la joie, la colère, le mépris, l'amour, tout ça, la crainte. Eh bien, on a des indicateurs dans la communication verbale, dans la communication non verbale, enfin un certain nombre d'éléments de communication. Si ça, c'est programmable. On peut traiter l'émotion des autres. Enfin, l'ordinateur peut traiter l'émotion de l'environnement. Mais on n'est pas aujourd'hui capable de traiter, de programmer l'émotion dans un ordinateur. D'accord? Ouais. Alors, voilà, donc c'est des questions même éthiques après. Hein. C'est des questions éthiques. Il y a des films de science-fiction aussi qui traitent de cette question-là. Hein. Vous voyez, c'est en questionnement tout ça. Mais pour l'instant, on n'arrive pas. Alors, pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on n'a pas encore réussi à intégrer la conscience dans les ordinateurs. Les ordinateurs ne sont pas conscients. Ils vont traiter rapidement des choses, très très vite tout, mais ils n'ont pas de conscience. D'accord? Parce que le jour où les ordinateurs seront conscients, ils pourront vous aimer, ils pourront être en colère contre vous, agir avec ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Donc, si vous voulez, on n'en est pas là. Voilà. Donc, en fait, je vous parle de ça parce que tout ça, ça questionne, si vous voulez, l'impact de l'homme sur l'environnement. Et puis, vous voyez, on a envie aujourd'hui, sans doute, de faire des ordinateurs qui soient comme des humains, qui ont des émotions et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que éthiquement c'est intéressant? Est-ce que c'est soutenable? Et il y a des choses qui ne sont pas soutenables, par exemple, c'est l'impact climatique. Aujourd'hui, on commence à se poser des questions de soutenabilité par rapport à l'intervention de l'homme sur la Terre, avec le réchauffement climatique, avec les migrations climatiques, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas soutenables. Hein. Ben là, c'est pareil, dans cette question, dans les questions techniques qui nous incombent, là, hein, c'est cette question du développement soutenable, si vous voulez. Et donc, par exemple, pour vous donner un petit exemple, si vous voulez, aujourd'hui, un axe de recherche en technologie qui est en relation avec les sciences du vivant, c'est le biomimétisme. Aujourd'hui, on essaye de regarder, on regarde le vivant, et on essaie de voir comment le vivant peut s'intégrer dans son environnement, d'accord? Et quand il reste dans son environnement, sans doute qu'on est sur des questions de soutenables. C'est-à-dire que c'est soutenable par le vivant. Et donc, parce que sinon, il meurt. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est des choses qui sont à très court terme, moyen terme, mais l'humain, aujourd'hui, si vous voulez, fait des belles choses, mais qui ont un impact, si vous voulez, et ça, un impact important sur la pérennité de l'espèce humaine. D'accord? Donc voilà, donc maintenant, si vous voulez, l'humain, il est dépassé, parce qu'on veut cloner, on veut aller plus vite, on veut enfin, vous voyez, il y a des problèmes éthiques qui se posent. Et aujourd'hui, eh bien, pour revenir sur du soutenable, pour revenir sur je vais dire un peu à la raison, si je puis dire, eh bien, on regarde le biomimétisme. C'est un exemple, hein, je ne vends pas de biomimétisme, moi, mais si vous voulez, on regarde comment le vivant arrive à rester vivant dans son environnement. Et on essaye de voir comment ça se passe. Parce que là, on est parti, si vous voulez, sans doute, sur une divergence qui risque de nous coûter cher. Alors peut-être pas à nous, ni à nos enfants, à nos petits-enfants, mais très rapidement, ça pourra. On voit quand même quelques prémices de... Voilà. Donc, est-ce que ça, vous vous rappelez ce que c'est? Un tufa, hein, vous vous rappelez? Vous voyez que vous avez appris n'importe quoi. Vous voyez, c'est très facile d'apprendre des choses en plus. Hein. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir partagé un petit moment de... Enfin, moi, on m'a demandé de traiter un sujet, donc j'ai pris un sujet qui me plaisait. Voilà. Puis j'ai essayé de partager ce plaisir avec vous. C'est rapide, mais je pense que ça permet d'ouvrir un peu les fenêtres, les portes et de respirer pour regarder le monde avec une grille d'observation plus large. Je vous remercie. La technologie, on n'arrête pas de progrès.
Bon, c'était un peu plus vite que j'avais pensé, mais... Meuble, ah, faut que je meuble, bon, bah... Bon, ça a été, ça, c'est un sujet qui vous a... Bon, je comprends, c'est jeudi après-midi, vous avez peut-être autre chose à faire, mais à un moment donné, c'est bien aussi, en tant qu'être humain, de se poser des questions hein, sur son impact. La technologie, on en a besoin. Vous voyez, par exemple, il y a des associations, par exemple, qui s'intéressent au développement durable, qui s'intéressent, par exemple, à la machine à laver, par exemple. C'est un progrès technique. Ça a permis de soulager l'humanité, notamment l'humanité des filles qui lavaient au lavoir. Vous voyez ça, si vous voulez, on peut imaginer que ça, c'est un progrès soutenable. L'ouvre-boîte électrique, moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont permis... Il y a une partie de la technique qui permet de soulager un certain nombre de personnes. Voilà, ou, je sais pas, peut-être même l'avion, si vous voulez, ça peut être... Pourquoi pas? Mais il y a des choses, si vous voulez, qui sont vraiment inutiles. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, qu'on est dans cette question du développement soutenable, eh bien, c'est de se dire, voilà, est-ce que faire des progrès techniques pour faire des trucs qui vont plus vite, plus loin, machin, encore plus vite, voilà. Le TGV, par exemple, entre Paris et Bordeaux, bon, on gagne une demi-heure sur le voyage, mais le voyage, il durait déjà 2 heures. Donc, bon, est-ce que les êtres humains sont à une demi-heure près? Vous voyez, c'est des choses comme ça. Enfin bon, après, on le fait, c'est peut-être bien. Mais moi, je n'ai pas de réponse, si vous voulez. Ce qui m'importe, c'est que vous posiez des questions. Voilà. C'est surtout ça qui... Bien, je me tais. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Dominique. Voilà, alors je vous ai vu pas mal tweeter, beaucoup de conneries. On a même un étudiant maintenant qui est célèbre à peu près partout en France, hein, avec une casquette blanche, puisqu'il était sur son ordinateur et je vous dirai pas ce qu'il était en train de regarder. Voilà. Comme certains ont tweeté, RIP le PC. C'est la vie. Est-ce qu'il y a des questions ici ou ailleurs? Donc justement, vous qui êtes sur Twitter à Tours, est-ce qu'il y a des questions, à part des bêtises, sur le compte Twitter? Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous venez de voir? Ah, tiens donc, Twitter ne sert plus à poser des questions, mais juste à faire les cons. Ah, j'ai une question là-haut. Voilà, donc ça c'est GE2I. Hein. Ouais. Ah, est-ce que l'humain, à un moment, finalement, copié une partie de son corps sans même savoir que c'était une partie de son corps pour produire une machine? Est-ce qu'à posteriori, on s'est rendu compte que ce qu'il avait créé, en fait, bah, c'était lui, mais version machine, quoi. Ouais. En fait, on est sur la question de l'adaptation à l'environnement, là. C'est-à-dire que, en fait, l'adaptation à l'environnement, ça, c'est une caractéristique des êtres humains qui s'appelle donc l'apprentissage adaptatif et implicite. C'est-à-dire que, par exemple, se sortir d'une situation de problème, c'est quelque chose qui n'est pas questionné dans la... On se dit pas, tiens, comment je vais faire et tout. On va essayer on va utiliser sa morphologie, ses connaissances, même de façon inconsciente, pour pouvoir se sortir de la situation de problème. Maintenant, la question que tu poses, pour moi, est très intéressante, c'est est-ce que l'humain est capable d'inventer des choses qu'il ne connaît pas? Eh bien, en fait, on ne peut que si vous voulez, dans la conception cognitive qu'on a aujourd'hui, on ne peut qu'augmenter le domaine de validité de connaissances qu'on a déjà. Alors, si on est tout seul dans son coin, eh bien, ça prend beaucoup de temps. Si on met des laboratoires de recherche, des gens avec des interactions sociales, eh bien, effectivement, les connaissances vont être partagées et on va en augmenter le domaine de validité. D'accord? Ce que toi tu connais, un autre peut-être ne le connaît pas, ou un autre le connaît un peu plus, un peu moins, et ainsi de suite. Donc ce partage-là, c'est pour ça que les êtres humains, on a des caractéristiques sociales très développées, parce que c'est par ces caractéristiques sociales qu'on a pu évoluer jusqu'à là aujourd'hui. Sinon, si les humains étaient restés tout seuls dans leur coin, ben, ils se seraient fait déjà manger par des prédateurs. Donc la question que tu poses, c'est est-ce qu'on peut utiliser consciemment des choses qu'on n'est pas? Non. Inconsciemment, oui. Est-ce que ça te satisfait comme réponse? Oui? D'accord. Ben, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Oui. Vous avez parlé par rapport à l'adaptation des êtres humains à l'environnement. Comment vous exprimez la place de l'argent dans notre développement technologique? La place de l'argent? La place de l'argent. De l'argent. La place de l'argent dans le développement technologique. Waouh. Alors ça, c'est une question que je ne saurais pas répondre vraiment bien complètement, hein, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'économie. Mais en fait, l'apparition de l'argent s'est faite au début, il y avait du troc. Hein, et puis en fait, celui qui savait réparer des chaussures et puis celui qui faisait des patates, si tu veux, on n'arrivait pas bien à... Je répare mes chaussures une fois, mais des patates, je vais peut-être en manger tous les jours. Donc si tu veux, il y a une relation difficile à trouver, donc un taux de change en fait. Et l'argent est arrivé avec ce taux de change. Hein, c'est d'arriver de gagner de l'argent. oui. On ne cherche pas de répondre vraiment les problématiques ou les choses qui vraiment aident les êtres humains. Mais Ah oui. Là, Alors, ce qui... on trouve trouver des technologies par rapport à ça, nous, à technologies qui répondent à nos besoins. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la question que tu poses, c'est, si j'ai bien compris, je reformule, hein, parce que c'est qu'en fait, les êtres humains, ils vont vouloir gagner de l'argent, quitte à faire des technologies qui ne sont pas soutenables. C'est ça que tu poses comme question. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui... C'est pareil, enfin, je pourrais te renvoyer vers un livre qui t'expliquera ça très bien, parce que là, je n'aurai pas vraiment le temps de répondre complètement à cette question, mais c'est une question, les humains ont des émotions, d'accord, à la différence des machines. Les humains ont des émotions et d'une manière assez primitive, on a besoin de dominer les autres, d'accord, et cette domination, l'argent est un vecteur intéressant pour le faire. Il y a un livre qui traite bien de cette question-là, c'est un livre qui s'appelle Une brève histoire de l'humanité. Je crois que c'est un psychologue israélien qui s'appelle Noah, voilà, je ne sais plus exactement, je te dirai tout à l'heure, je regarderai, qui traite de cette question-là. Parce qu'on est dans la... J'ai parlé tout à l'heure de révolution agricole, bon, on a fait des outils pour s'aider, mais aujourd'hui on est dans la révolution cognitive. Et en fait, aujourd'hui, on essaie de faire penser les machines de plus en plus rapidement. Alors, on n'arrive pas encore à intégrer les émotions, mais il y en a qui pensent que ça va être possible bientôt. Et cette question de l'argent, est plus liée à la dimension émotionnelle des individus qu'à une question, je dirais, purement cognitive simplement cognitive et morphologique. Oui. Oui, la question de l'économie d'argent, ça pose des fois... Alors on a un monologue, excusez-nous. Des fois, ça peut freiner aussi. Ça peut freiner, oui, bien sûr. Ouais. Alors il faut falloir répéter les questions parce que les gens n'entendent pas dans les autres départements. Parce qu'il n'a pas de micro, le jeune homme. Donc je ne sais pas ce qu'il a dit. C'était une affirmation. Ah, c'était une affirmation, d'accord. Alors moi j'ai une question qui vient de je ne sais où, d'ailleurs. Mais est-ce que, étant donné qu'on voit cette analogie entre l'homme, la machine, le vestibule, le système d'équilibre du robot, etc., on pourrait aller plus loin. Est-ce qu'à terme, un jour, on sera, vous pensez, capable de transférer la mémoire d'un humain dans la mémoire d'une machine, une sorte de disque dur? Est-ce qu'il y a des tentatives de ce côté-là? Est-ce que quelles seraient les pistes un jour? Les tentatives, c'est aujourd'hui, si on veut réduire la place mémoire, aujourd'hui, on se sert de l'ADN pour mesurer, pour engrammer des données, pour mémoriser des données. Mais faire un transfert, donc si j'ai bien compris, avec une clé USB, enfin un fil de la tête vers une machine, je ne crois pas. Enfin, pour l'instant, je ne sais pas. Hein, moi, bon, sur Twitter, il y en a qui avaient proposé une clé USB, mais pas au même endroit, a priori. Mais ouais, alors, après... voilà. À partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a tant d'analogies entre le corps humain et les machines, est-ce que, ma question c'est plutôt, on a un besoin technologique, est-ce qu'on va aller chercher, donc on va piocher dans ce qui existe, dans l'humain, dans l'animal, pour aller trouver des systèmes qui sont transférables, mais est-ce que dans l'absolu, il y a des gens qui sont en train d'analyser le corps humain et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait transférer un jour, sans même aujourd'hui forcément avoir des besoins? Je ne sais pas répondre à cette question. Ouais, je suis trop pervers. Non, c'est pas ça. C'est déjà, je pense qu'il y a un ensemble de choses
de développement qui se font qui sont pas à l'avantage de l'humain. C'est-à-dire qu'on va essayer de cloner, par exemple. On va essayer de faire des choses comme ça. Et en fait, tout ça, c'est fait pour, justement, c'est ce que tu disais. C'est comment ton prénom? Hossein. José? Hossein. José. Hossein. C'est qu'en fait, on est sur le plan de l'émotion, là. C'est-à-dire qu'on va cloner. Pourquoi on va cloner? Est-ce que c'est parce que ça a apporté quelque chose ou c'est parce que dire, voilà, moi, j'étais capable de cloner quelqu'un. Donc là, on est dans ces schémas-là. C'est comme avec l'argent, la domination, et ainsi de suite. Comme disait Marcel Dassault, il disait, même si je gagnais 4 fois plus, je ne mangerai pas 4 poulets par jour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on développe, on gagne plus d'argent, mais à la fin, on ne sait même pas pourquoi, si vous voulez. C'est pareil pour le développement technique. On développe des choses. C'est comme je ne sais pas, il y a la voiture Google, par exemple, il y a une escalade de technologie, mais cette escalade de technologie, et c'est bien pour ça qu'on risque de tomber dans quelque chose qui n'est pas soutenable, c'est cette escalade de technologie, on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'elle sert au développement, est-ce qu'elle va amener quelque chose de mieux pour les humains? Et aujourd'hui, eh bien, on se pose la question. Alors, à la fin du 19e siècle, on faisait tourner des machines, on faisait de la fumée partout, machin, parce qu'il y avait besoin de choses. Mais aujourd'hui, il y avait besoin parce que peut-être qu'il y avait besoin de choses, je dis peut-être. Aujourd'hui, si vous voulez, on s'aperçoit qu'on est dépassé par ces événements-là. C'est-à-dire qu'on se pose des questions, même des questions politiques. C'est-à-dire qu'à la fin, les Américains ne veulent pas adhérer à la COP21, truc climatique, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ça pose des questions, parce qu'il y en a... On voit bien que ça, si vous voulez, si on continue comme ça, c'est pas un discours écologique, je vous fais, hein, je dis, voilà, si on continue comme ça, on voit des prémices, on voit des indicateurs comme quoi on fait quelque chose qui finalement, à terme, va peut-être détruire la Terre, mais on le fait quand même. Il y en a qui le font quand même, quitte à ce que ça... Donc on voit bien que ce n'est pas la raison qui parle là. C'est des choses beaucoup plus profondes chez les humains. Et c'est ce problème de la révolution cognitive qui fait que... D'accord. Attendez 2 petites secondes. Alors, on reste toujours dans une espèce le transhumanisme est un petit peu présent, hein, dès qu'on aborde le lien entre l'humain, la technologie, etc. Est-ce qu'on pourra un jour programmer l'être humain avec les progrès de la technologie? Alors finalement, on le programme déjà, on le conditionne en tout cas. Programmer l'être humain, ça s'est déjà fait depuis longtemps. Hein, quand vous venez à l'école, d'une certaine façon, on vous programme. Vous voyez? C'est-à-dire que, et oui, enfin, alors ça dépend quel type de programmation on parle. Hein. Parce que c'est, par exemple, je plug une clé, enfin, ou un fil, et puis je programme une lettre. Ça, la technologie, on n'est pas encore tout à fait prêt à le faire. Bon, j'ai pas de réponse fermée, moi. Hein, vous savez, je sais pas, comme on dit, on n'arrête pas le progrès. Demain, je sais pas. Ce que je sais quand même, c'est que programmer l'être humain, oui, ça se fait. Ça se fait avec le comportementalisme. Hein, ça se fait avec tout un tas de... D'ailleurs, il y a des théories cognitivo-comportementalistes, des thérapies pour soigner des gens qui ont peur des araignées, les arachnophobes par exemple. Eh bien, on arrive à les programmer, si vous voulez, en les mettant en situation pour peu qu'ils aient peur des araignées. Vous voyez? Après, faire passer d'une base de connaissances, tout le corpus de connaissances que vous avez à l'IUT, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 ans d'études, vous venez, on vous machine, et puis vous avez votre DUT, c'est pas encore prêt. Je pense pas. Dommage. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a encore une question, éventuellement sur Twitter ou dans la salle? Alors attendez 2 petites secondes. Ce besoin de toujours se développer, elle est innée ou on l'a appris parce qu'on est forcé de l'apprendre pour survivre? Est-ce que le besoin de faire évoluer la technologie en permanence, c'est inné ou c'est acquis? Alors après, il y a eu à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la révolution agricole, eh bien, si vous voulez, dans le Moyen-Orient, enfin, si vous vous intéressez à ces questions-là, vous verrez au Moyen-Orient, après les périodes glaciaires, enfin, avant, les humains, enfin, ce qui étaient les humains à l'époque, allaient chercher, chasser, chasse-pêche, et puis la cueillette, enfin voilà. Après, ce qui s'est passé après les périodes glaciaires, c'est qu'il y a eu des plaines entières de céréales qui étaient autour des êtres humains. Et ça a commencé au Moyen-Orient. Et à partir de ce moment-là, les gens se sont dit, ça ne sert à rien d'aller chasser, pêcher et tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cultiver. On va essayer de domestiquer notre environnement. Et dans ces premières adaptations, et même encore aujourd'hui, il y a des adaptations qui sont nécessaires
pour faciliter, pour faire des économies d'énergie, enfin voilà, humaine. Mais après, il y a un autre volet, c'est par exemple la société de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on développe un téléphone, mais le téléphone, eh bien, enfin ça c'est pas un téléphone, hein, mais on développe un téléphone, mais ce téléphone en même temps, il fait, un jour il va faire le café, quoi. Vous voyez ? Au début on a un téléphone, maintenant on a quelque chose qui vous donne une alarme, une montre, et ainsi de suite. Vous voyez, on a développé des choses qui ne sont pas forcément nécessaires à la pérennisation et à faciliter la vie humaine. Voilà. Et donc la société de consommation, et donc la psychologie. Hein. La psychologie est très très utilisée dans le marketing, par exemple, parce qu'on vous crée des besoins. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des besoins qui ont été nécessaires, parce que sinon, enfin nécessaires, qui sont venus de manière adaptative, voilà. Mais d'autres besoins qui ne sont pas de manière adaptative, qui sont créés par des personnes. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais si, c'est bon? Moyen? Là, faut que tu me dises. Bon. Si vous voulez, j'ai pas. Là, là, on est sur une question, si vous voulez, technique et liée aux sciences humaines. Moi, je ne sais pas ce qu'il y aura dans 2000 ans. Si vous voulez, je ne sais pas. Ce qu'on sait, il y a des choses qu'on arrive à voir aujourd'hui, qu'on arrive à faire. On met quelques barrières des fois avec des problèmes d'éthique. Vous voyez? Voilà. Mais plein de choses sont possibles. Moi, je ne sais pas si un jour on arrivera à programmer la conscience dans les ordinateurs. Mais on le voit dans des films de science-fiction. Alors, si on revient aux films de science-fiction qui étaient faits dans les années 70, ben, il y a bien des choses qui sont apparues à nos jours. Donc, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Il y a pas mal de conférences sur ce sujet d'ailleurs, entre cinéma et science. Ouais. Lequel pousse l'autre, lequel inspire l'autre, Ouais. et c'est assez intéressant. En tout cas, merci Oui. Dominique. Merci à vous de m'avoir Et accueilli. ça va être le moment de vérifier si, à part tweeter, vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé. Surtout, j'ai insisté sur certains mots. Oui, fortement. Alors, que vous soyez à manipulation, en Valenciennes, à Ville-d'Avray, à Belfort, à Vélizy, à Cherbourg, à Haguenau, partout en France, vous allez pouvoir jouer au Kahoot. On a créé un petit Kahoot. Alors, vous allez découvrir ce que c'est, je vais vous expliquer, pour vous faire tous jouer en même temps. Je vais aussi vous expliquer quelques petits éléments, parce que gérer un Kahoot avec 2000, 3000 personnes, c'est pas comme gérer un Kahoot avec 150 personnes dans une salle. Donc, il va y avoir quelques règles. Hein. Vous allez voir. Je vous explique ça avec Ça vous a plu, ça a été? une petite présentation. Merci. Donc, je ne sais pas si on voit la présentation à l'écran. A priori, oui. Alors, on va faire le Kahoot du GE2I. C'est quoi? Il vous faut un smartphone. Tous, n'importe où, vous prenez votre smartphone. D'accord? Officiellement, pour une fois qu'on y a droit en amphi, on y va. Parce qu'on n'est pas dupe non plus, je dis officiellement. Hein. J'espère que vous avez tous une connexion Internet, 3G, 4G, celle de votre IUT. Débrouillez-vous. Ouais, ça pue. Et vous allez répondre à un petit quiz. Et qui dit quiz dit lot. Et il y a des lots à gagner. Le premier lot, une carte Raspberry Pi 3 modèle B, avec Bluetooth et Wi-Fi prévus intégrés à l'intérieur. Son écran tactile 7 pouces dédié. Et une boîte à outils, histoire de bricoler, parce qu'on est quand même des Comment on crée des techniciens. émotions? Bon, Ils applaudissent à tour parce qu'ils l'ont tous quasiment. Vous avez vu ce que c'est que la psychologie? On vous manipule. Deuxième prix, une carte Arduino Uno avec Wi-Fi et la même petite boîte à outils. Et le troisième prix, c'est un bon d'achat de 50 € chez RS, chez Radiosphere. Donc vous pouvez acheter ce que vous voulez à hauteur de 50 € et il y a de quoi faire, croyez-moi. Et bien sûr, la traditionnelle boîte à outils. Voilà. Alors, pour faire ce Kahoot,
vous allez aller sur un site dont je vais vous donner l'adresse. Vous allez rentrer un code qui va apparaître à l'écran, d'accord? Et vous allez rentrer un pseudo. Alors, si vous voulez que l'on puisse vous identifier et si vous voulez que l'on puisse vous offrir les lots si vous êtes premier, deuxième ou troisième, il va falloir mettre un pseudo reconnaissable, c'est-à-dire votre prénom, l'initiale de votre nom de famille et la ville dans laquelle vous êtes actuellement. Et je demanderai à la fin du jeu aux différents chefs de département qui sont présents avec nous aujourd'hui de repérer tel ou tel candidat, en tout cas les 3 qui auront gagné, et puis de m'envoyer bien sûr un mail pour qu'on puisse ensuite vous envoyer les cadeaux. D'accord? Alors, le site c'est kahoot.it. Ok? Vous tapez ça dans Google, kahoot.it, et vous entrez le game pin que vous allez voir apparaître à l'écran. D'accord? Je vous explique rapidement un petit peu le principe. Il va y avoir des questions et vous allez devoir choisir entre 4 réponses. Attention, soyons bien clairs sur une chose. Étant donné que l'on doit gérer un décalage entre l'émission et la réception, tout le monde va jouer au même rythme, à Tours comme ailleurs. Vous ne serez plus en direct à Tours, vous aurez le retour YouTube comme tous les autres. C'est comme ça. Vous allez voir apparaître sur vos téléphones, une fois que vous aurez rentré le code PIN et votre nickname, vous allez voir apparaître des couleurs, 4 carrés, orange, rouge, vert et bleu. Attendez de voir apparaître à l'écran la question et les réponses. Ne vous faites pas avoir. D'accord? C'est clair? Ouais. Donc j'espère que tout le monde a eu le temps de se mettre sur kahoot.it parce que dans pas longtemps, on va démarrer. Je vous rappelle, un pseudo reconnaissable. Ok. Alors au niveau du direct de Tours, on va couper le retour pour pas qu'on... Voilà. Parfait. Je ne sais pas comment c'est dans les autres départements, mais nous, ils ne seront pas fins quand même. Et je lance le jeu, donc il va y avoir un petit délai pour vous, vous allez voir. 2 petites secondes pour le pin, vous allez le voir apparaître. Et maintenant, je me tais. Vous avez 2 minutes pour vous inscrire. Au-delà, on démarre le jeu. C'est parti. Si vous ne mettez pas le nom de votre ville, vous ne pouvez pas gagner. On est bien clair là-dessus, on ne vous reconnaîtra pas. Donc je donnerai le prix au 4e, au 5e, au 6e. Hein.
Juste une petite précision, lorsque vous allez devoir répondre aux questions, vous allez voir un chronomètre s'afficher. N'en tenez pas compte à cause du décalage qui est d'une quinzaine, d'une vingtaine de secondes. On a été obligé de mettre un chrono de 60 secondes, mais la réalité sera un peu plus courte. D'accord? Donc dès que vous avez lu la question, lu les réponses, vous pouvez répondre sur votre téléphone. OK? Je vous laisse encore 30 secondes, 1 minute pour vous inscrire et ensuite on joue. Désolé pour les autres. Alors, on n'est pas loin de 700 candidats. Là, je vais être obligé de lancer le jeu, donc désolé pour ceux qui ne peuvent plus s'inscrire. Et je vous répète que si vous n'avez pas mis le nom de votre ville, eh ben, vous pouvez être premier, vous n'aurez rien. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Allez, c'est parti.
Et voici les gagnants. Assumez, vous êtes mauvais à Tours, assumez. Alors, je vais noter les gagnants. Donc on va revenir sur le... Ok, voilà, donc on a vu les gagnants, 3 personnes, 2 de Nîmes. Patrick, franchement, tes étudiants, ils valent le coup. Nous, ici, ils ont été minables. Alors, du côté de Nîmes, il va falloir me repérer la première personne qui est Sydney A, qui est à Nîmes et qui a gagné le premier prix. Donc la Raspberry Pi 3 modèle B avec Wi-Fi, Bluetooth, l'écran tactile adapté et la boîte à outils. Donc Patrick et Fantin de Nîmes m'enverra l'adresse mail de l'étudiant pour qu'on puisse prendre contact avec lui. Il m'enverra aussi l'adresse mail de Julien P à Nîmes qui a gagné le 2e prix. Voilà, du caout sur la cognition, la morphologie et les analogies entre l'être humain et les systèmes techniques. Et enfin, c'est à Créteil qu'on trouve la médaille de bronze avec Nico Dej. Voilà, donc je compte aussi sur Créteil pour repérer cette personne-là et m'envoyer ses coordonnées. Avant de nous quitter, je voudrais quand même remercier pas mal de personnes qui nous ont aidés à faire ce MOOC. En tout premier lieu, je voudrais remercier Dominique Bellec qui a fait cette intervention. Et c'est pas facile. Merci. Je sais pas si je peux parler. Si, c'est bon. Vous m'entendez? Allô, allô. Ben moi, j'ai aussi... bon, j'avais un peu la pression au départ. Mais bon, vous m'avez mis en confiance et puis je suis très content d'être venu vous voir. Et j'espère qu'il y aura peut-être d'autres fois, mais je reviendrai vraiment avec plaisir. Bah, vraiment, merci. Allez, au revoir. Et je l'ai forcé à faire le caout, je l'ai forcé à accepter mes questions idiotes à la place de ces je ne sais pas, les lobes de Nadal et autres. Donc merci vraiment. Je voudrais remercier tous les membres du service audiovisuel de l'IUT de Tours, à savoir Étienne, Ronan et Arnaud, qui depuis 2 jours ont tout mis en place, ont galéré et surtout ils ont su rester calmes quand moi j'étais en stress total. Donc merci à eux pour tout ce travail et croyez-moi, il y en a beaucoup. Je remercie aussi tous les collègues de l'IUT qui nous ont filé un coup de main, que ce soit Joël, Kiri, Valérie, Christian pour le soutien technique, pour la préparation de l'amphi, mes collègues enseignants qui nous ont filé un coup de main à la dernière minute pour aller chercher des ordinateurs, trouver des profs et tout organiser. Merci à vous. Voilà. Je remercie tous les départements qui ont pu nous faire un retour vidéo. J'espère que la prochaine fois, il y en aura plus et qu'on pourra encore mieux les intégrer et qu'on pourra encore mieux vous faire vivre ce MOOC à 52 parce que ce n'est pas facile. Et enfin, je vous dis merci à tous ici et dans les autres départements en France et en Guyane, en métropole et en Guyane, excusez-moi. Et merci d'avoir assisté à ce MOOC GE2I 2017. À l'année prochaine, j'espère. Au revoir.